Salut à tous. Le jeudi, c'est Wanty. Épisode 3 avec Intermarché Wanty Gobert Matériaux. On va continuer, on va essayer de rester vraiment sur une fréquence régulière pendant de très nombreuses semaines. Voilà tout le mal que je me souhaite. Et ouais, précédemment, on avait quand même eu une jolie victoire, même si l'épisode précédent avait été difficile, avec beaucoup de souffrance sur les courses de préparation. On avait quand même terminé de jolie manière avec cette victoire sur le Het Nieuwsblad. Donc ça donne peut-être des indications sur la suite de la saison, et notamment le moment où on reviendra sur les pavés à partir du 20 et quelques mars. En attendant, pour démarrer l'épisode, c'est encore une fois en Belgique que ça se passe, puisque je vous propose Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Toujours une course intéressante à jouer. Alors elle est mal située parce que au final, Omloop l'est également, parce que vous n'allez pas sacrifier un pic de forme un mois avant le moment où vous le voulez vraiment pour vos Flandriens. Donc c'est pas forcément le meilleur endroit, mais pour autant on doit essayer de faire avec les formes du jour, donc un peu hasardeuses. À ce moment-là, je suis toujours en -3 + 3 au niveau de la forme aléatoire. Donc -3 à +3, ça veut dire qu'en gros, moi j'ai mis du temps à le comprendre, donc je le partage. En gros, en fait, vous pouvez pas avoir une forme là comme ça brutalement sur votre course qui n'est pas située entre -3 et +3. Moi, j'avais pas compris ça du tout en le choisissant. J'avais compris qu'on pouvait pas avoir autre chose que -3 ou +3 par rapport au prévisionnel. En fait, il ne s'agit pas de ça du tout. Donc, à savoir, attention, on est en train de glisser là. On est en train de glisser. Il restait une 60aine de kilomètres. La cassure finit par se faire dans les 50 derniers. Et oui, on n'a pas hérité de forme phénoménale, mais on s'en fiche un peu en fait. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, essayer d'emmener Binyam Girmay vers un sprint, pourquoi pas, à moins que ce soit Alexander Kristoff. Finalement, à -2 les deux, il n'y a pas de grosse différence. Ben si, en fait, vous voyez, à 30 bornes de l'arrivée, on voit bien que la barre verte, la barre d'endurance, n'est pas du tout à l'avantage de Kristoff. Donc, ce sera Girmay qui sera emmené au sprint. Et on verra de quelle façon est-ce qu'on s'y prend, parce qu'on a consommé beaucoup d'énergie jusque-là. Ça a été assez éreintant. C'est donc le train Taco van der Hoorn qui est chargé, non pas de lancer le poisson pilote, mais juste de maintenir un joli train avant que Kristoff ne puisse y aller, ou bien saisisse comme ça la roue d'attaquant. Allez, c'est parti. On va pouvoir sprinter. Et ensuite, on va libérer Binyam Girmay. Allez, c'est parti. Attention, il y a de l'adversité ici. Méfiance à la Caleb Ewan, peut-être. Non, c'est pour Binyam. C'est pour Binyam. Et c'était pas Ewan, c'était Arnaud Delis, ce jeune sprinter belge très intéressant. Devant Nit, Solo, Ballerini, Dainese. Donc, excusez du peu, il y a quand même 3 gros sprinters italiens juste derrière. Teunissen a également fait le sprint. On est plutôt content de la prendre celle-là, parce que tout ce que prendra Binyam sera bienvenu. Voilà. Søren Kragh Andersen. Tiens, une petite parenthèse sur ce coureur. Je le trouve un petit peu... je le trouve très intéressant dans la partie, ou dans quelques parties que ce soit d'ailleurs. C'est un coureur que j'adore. Mais je le trouve assez absent depuis que je joue. Dans cette carrière-là, on va attendre pour pour tirer des conclusions vraiment importantes. On va attendre un peu, mais je trouve pas ça vraiment très bien de la part de DSM avec notre ami SKA. Pasqualone, dans l'intervalle de temps, a été aligné et va aller chercher sa petite victoire là tranquillement. Voilà, je voulais juste vous montrer, je l'ai joué, mais bon, c'était pas la peine d'en développer trop, c'était le Samine, on l'aura compris.
avec une équipe assez remaniée. Mais bon, voilà, petite victoire pour Pasqualone. En fait, c'est toujours bon d'avoir des petites victoires, ou des grosses, mais minimum des petites, parce que ça va nous permettre d'avoir bon moral pour le coureur dans les temps à venir. Alors ça peut aller de quelques semaines à peut-être quelques mois sur le cas d'exploits particuliers, mais du coup ce petit Samyn là, hop, c'est histoire de remonter un peu l'ami Pasqualone. Pasqualone, tiens, alors qu'on va attaquer les Strade Bianche, Pasqualone a souvent été un caillou dans ma chaussure au cours des précédents Pro Cycling Manager. Alors là, évidemment, quand on l'a, on a plutôt envie de savoir comment est-ce qu'on va faire pour s'en servir, et peut-être comme poisson pilote ou comme sprinter d'appoint par moment, mais courant intéressant en tout cas. Mais moi je me souviens avoir souvent subi un peu de frustration parce que j'étais battu au sprint et je ne l'attendais pas du tout par Pasqualone dans des circonstances voilà, ici et là dans une saison. Toujours un peu des temps morts hein, parfois. Allez, on est sur les Strade Bianche, on l'a un petit peu aperçu. Il y a de gros coureurs ici, Kwiatkowski, Moscon, mais surtout Julien Alaphilippe. Alors, Julien Alaphilippe sur les Strade Bianche, c'est un petit peu dur à manœuvrer, et tout ce qu'on va s'attacher à faire dans un premier temps. Moi là j'ai mon équipe de Tirreno, hein, à peu de choses près. Christophe, Byström, Girmay, Petilli, Hirt, Rota, Pasqualone. Ouais, c'est l'équipe de Tirreno qui se jouera, que je vous proposerai dans le prochain épisode, parce qu'en fait, ensuite, après les Strade Bianche, oh là là, la chute d'Evenepoel avec Ilan Van Wilder, suite à ces Strade Bianche, je vous proposerai Paris-Nice, et Paris-Nice va occuper pas mal de temps. Donc le Tirreno sera dans l'épisode prochain, et on y retrouvera donc Christophe et compagnie. D'ailleurs, Christophe, victime ici d'un incident, j'ai envie de dire de plus, parce que au montage je vous ai épargné une première chute un peu plus tôt dans la course pour Alexander Christophe, décidément pas en veine. Et d'ailleurs Christophe prend une cassure à ce moment-là, et je m'aperçois vite que cette cassure on la reprendra, on n'arrivera jamais à la boucher. La course devient difficile ici, regardez, voilà, peloton qui est en train de passer à une cinquantaine d'hommes. En fait il y en a 60 autres derrière qui sont en train soit de capituler, soit d'être eux-mêmes victimes de cassures. La course est très très difficile. Le train, notamment mené par, on pourrait nommer De Koenig Quick-Step, qui intervient à des moments. Il y a aussi Bahrain Victorious, il y a aussi Ineos, bien sûr, qui fait le boulot. Et aussi, Astana pour Gianni Moscon. Donc, course rendue très difficile par certaines équipes. Oui, Bahrain Victorious bosse pour Colbrelli, on s'en doute bien. Donc on se bat à tel point que, allez, quand Marc Hirschi attaque, moi je laisse réagir, hein, parce que on est quand même pas très très loin de la rupture pour Girmay. Byström n'est pas si mal. Lorenzo Rota va devoir assurer la protection de Girmay. Allez, espérons qu'on aura une cartouche à jouer, et que cette cartouche on arrivera à la jouer au bon moment. Parce que c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir sur ce genre de scénario où on est loin d'être les plus forts. Allez, on va laisser partir un petit peu ici pour essayer de rentrer, mais de manière plus douce. On voit ici que Colbrelli a abandonné l'idée de suivre Julien Alaphilippe, qui lui-même a repris Hirschi et Kung très très facilement pour s'en aller ensuite. C'était plus Hirschi, pardonnez-moi, la contre-attaque était de Soler. Soler donc avec Alaphilippe se retrouve devant. Kung a bien du mal à raccrocher le bon wagon, et derrière, oui, on fait ce qu'on peut avec Girmay pour essayer de se rapprocher. Donc là, moi j'utilise volontiers l'effort curseur assez intense avec une protection, parce que j'estime que ça me mange moins de barres, qu'elles soient de toutes les couleurs, hein. Donc c'est vraiment une histoire d'économie de barres, hein, cet effort curseur comme ça assez intense, parce qu'aussi en fait j'ai foi en la possibilité de revenir sur les hommes à l'avant. 16 km, ça n'est pas perdu du tout. On va voir si c'est faisable, mais en tout cas, on va pouvoir ici maintenant passer sur du travail pour Byström. Byström, coureur vraiment intéressant, hein. Et Alaphilippe se barre tout seul. Attention,
Attention, Julien Alaphilippe est parti. Est-ce une victoire en solitaire qui s'annonce pour le champion du monde? On va le voir tout de suite. Allez, Byström fait un gros travail. Honnêtement, pour avoir encore autant de barres à ce moment-là de la course, ça prouve qu'en fait, ce Byström est un drôle de bon coureur dans cette database. Moi, je suis toujours sur WorldDB 22 sur ce coup-là. Et Girmay peut, du coup, grâce au travail de Byström, à un moment donné, hop là, faire le jump pour essayer de reprendre Julien Alaphilippe. Alors, stratégie, là, on fait quoi? Il reste 8 km. Est-ce qu'on tente notre chance ou est-ce qu'on temporise? Non, on va tenter quelque chose. C'est parti. Allez, tentative de Girmay pour essayer de terminer ces Strade Bianche en solitaire. Ici, il y a un petit peu de pourcentage sur cette côte. Ensuite, ça tourne. Vingtaine de secondes d'avance. Julien Alaphilippe fait tout le boulot. Derrière, il n'y a personne qui l'aide. Moscon n'aide pas le français. Girmay continue devant. Alors, attendez, vous voyez, je suis un peu juste au niveau de la barre, là. Il a quand même beaucoup pioché, Bini Girmay, sur ce coup-là. Et puis surtout, on avait beau rouler à 84 d'intensité. On est repris de manière, mais complètement indiscutable par Julien Alaphilippe, qui est décidément très fort ce jour-là. Allez, il faut s'accrocher sur la Via Santa Caterina. Ne pas lâcher. Il nous reste encore un petit peu de barre. Et hop, plus rien. Aïe, patatras. C'est donc ainsi que Julien Alaphilippe s'impose. Bon, attention, c'est hyper mérité. C'est hyper mérité. On va juste dire que le hold-up n'est pas passé trop loin pour nous. Mais quand même, c'était net et sans bavure pour Alaphilippe. Décidément, le plus fort. Tiens, Quinn Simmons qui vient de passer. Sharman battu également. Dylan Teuns battu. Je suis un petit peu surpris qu'il n'ait pas plus résisté que cela à l'intensité de la course, notamment provoquée par Alaphilippe et ses départs incessants. Donc, comportement très offensif d'Alaphilippe. On a fait ce qu'on a pu pour réagir. Derrière, très joli top 10 en fait. Quand on regarde le top 10, il y a vraiment du très joli coureur. Mais c'était trop court pour cette fois-ci. Bravo. Très jolie victoire pour Julien Alaphilippe. Et sans transition, on enchaîne dès le lendemain avec le Paris-Nice. Paris-Nice, je vous ai mis une petite photo de Rein Taramae pour la bonne et simple raison qu'avec... Alors, on pourrait discutailler, mais Heuss, je l'ai bien en ligne de mire. Attention, je vais essayer de prendre soin de lui. Lorenz Heuss. Faut quand même avouer que, a priori, ce sont Mentis et Taramae les deux meilleures chances pour le général sur cette course-là. Gerben Tyson étant probablement notre sprinter sur ce Paris-Nice. Oui, en fait, c'est un peu déséquilibré la manière dont j'ai aligné les uns et les autres. Oui, Tyson qui va subir en plus une mauvaise chute dès le début, mais on va essayer de rentrer, ça va le faire normalement. On a en fait une équipe. Bon, de toute façon, il fallait bien que je fasse des choix. La saison est longue. On peut imaginer largement d'autres compositions, mais moi là, j'ai vraiment pensé essayer de dispatcher mes forces. Aussi, j'ai essayé d'avoir une équipe assez compétitive sur les Strade Bianche, c'était important pour moi. Et donc, il y a des mecs qui se sont retrouvés sur Tirreno qui auraient pu, alors qu'on voit là une sortie de zone devant qui est pas du tout à risque. Celle-ci, contrairement à ce que d'autres peuvent être, on l'a déjà vu sur le jeu depuis PCM 21 d'ailleurs. Donc zone devant, encore une fois, quelque chose d'assez intéressant. Il y a des mecs qui ont été piégés quand même, vous voyez, 1,52. Il y a des coureurs là qui ont perdu déjà très gros sur cette première étape et sur la bordure provoquée par le vent. Donc voilà, j'ai foi en Taramae et en Mentis pour essayer de peut-être accrocher un top 5, un top 10, qui sait ce qui peut se passer. Toujours incertain avec Paris-Nice. On voit que les choses peuvent parfois se jouer à une petite défaillance et pas grand chose. Allez, Taco Van Der Horn qui essaie de partir sur la fin. Ça, je le ferai souvent avec Taco. C'est-à-dire que
le garçon est tellement fort sur le plat que je ne peux pas m'empêcher d'espérer partir comme ça à quelques kilomètres de la fin, ou alors dès qu'une opportunité comme ça se présentera, et essayer de terminer en baroudeur, en grand costaud qu'il est. C'est une véritable force de la nature, hein, ce coureur. Donc assez comme les notes peuvent le représenter, on le voit bien. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller faire sprinter Gerben Tyson, sachant que Quinten Hermans est là également. Et Tyson va devoir se contenter d'une place d'honneur. D'ailleurs, derrière son collègue Hermans pour cette étape 1. Donc, pas de drame particulier. Très jolie victoire. Boigny s'est imposé de peu devant Peter Sagan. On va le voir ici, là. Boigny cerclé devant Sagan juste à sa droite. Et nous, on vient comme ça compléter pour les places d'honneur. Ok, 5 et 6. En fait, j'aurais plutôt pensé que Quinten Hermans allait emmener le sprint de Gerben Tyson. Mais en fait, Tyson n'a jamais réussi à prendre le dessus sur son collègue. Bon, voilà, c'est comme ça. Deuxième étape, Aufargis, Orléans, avec là encore une petite zone de vent. Attention, si le vent est à 20 km/h environ en dehors de la zone de vent, ça signifie qu'en pleine zone de vent, on pourrait aller au-delà des 40. Donc, vigilance extrême. Vous voyez ici le petit bloc. Ah là là là. Je me suis fait bloquer. Ça, c'est le vieux phénomène. Après, voilà, ça a été sans impact, hein. Aucun problème, on est revenu quelques kilomètres plus loin. Mais blocage, vous savez, c'est toujours le vieil effet qu'on connaît avec resserrement de la route, passage vallonné, ou bien pire, parfois pavé en montée. Donc ça peut être vraiment catastrophique. Là, c'était en l'occurrence uniquement une côte. Allez, attention, transformation du vent ici. Zone de vent, moi j'adore, hein. Honnêtement, c'est un truc que j'adore particulièrement. Je trouve que ça permet vraiment de faire des trucs qui sont limite un peu cheatés par moment. Mais qu'est-ce que ça permet de faire craquer comme coureur. Donc en ce sens, c'est assez intéressant. Allez, Taco n'est pas rassasié. Taco, oui, sans jeu de mots, n'a rien pu se mettre sous la dent depuis le début de saison. Donc il va tenter sa chance là encore. Allez, trentaine de secondes, on y croit. Dur comme fer, ça va être gagné pour Van der Horn. Ça risque d'être la victoire d'étape pour le Hollandais. On y croit très très fort. Non, allez, pitié, ça va pas revenir. Mais non, les gars, pitié. Bah ouais, ça va revenir. En fait, ça va revenir et c'est un peu un crève-cœur parce que on va se retrouver comme ça, si proche d'une jolie victoire pour Van der Horn. Ce sera pas le cas. C'est revenu très très fort de l'arrière. Jonas Koch qui vient mourir à quelques centimètres de Tim Merlier qui s'impose donc. Après, il y a rien d'illogique à ce que Tim Merlier gagne cette étape-là, hein. Bien au contraire, mais c'est plutôt que là, on y a un petit peu cru et voilà. Patatras. Allez, il faudra retenter sa chance. De toute façon, notre ami Van der Horn partira souvent en échappée. Et je tenterai souvent comme ça des coups avec lui pour essayer d'aller voler une petite victoire. On va le faire, le refaire, et puis peut-être qu'au bout de 10 ou 15 fois, on en chopera une jolie. Voilà, c'est un petit peu le projet. De toute façon, avec cette équipe, c'est ce qu'il faut aussi faire, c'est avoir une forme d'abnégation et de ne pas être trop perméable au sentiment de frustration, parce que des frustrations, il y en aura beaucoup. Je crois que quand même le paroxysme de la frustration, c'était l'épisode précédent, c'était l'épisode 2. Mais au final, non, mais c'est aussi pour ça que je joue avec cette équipe. Donc, tout l'intérêt est là, précisément, c'est de se mettre un petit peu en difficulté. On est ici sur l'étape 3. Alors, vous m'infirmez dans les commentaires si je me trompe, mais c'était pas l'étape sur laquelle il y a les 3 jumbo là qui sont arrivés en tête, avec Van Aert et Roglic qui laissent la victoire à Christophe Laporte. Mais bon, si c'était pas celle-là, c'était
citer une autre proche de celle-là. Mais en tout cas, on n'a pas envie de vivre la même chose. On va essayer de se battre. Alors, toujours l'état des troupes. Eus A0, c'est donc en protecteur. Mentis A0, bon, on va juste lui demander de suivre Taramae, qui lui, par contre, a une bonne forme ce jour-là. Peut-être qu'on en profitera sur la fin. En revanche, celui qui était le plus à même de nous provoquer un peu d'émotion, c'était Quinten Hermans, mais il est dans une mauvaise forme du jour. Donc, on va peut-être se contenter de suivre et voir s'il n'y a pas une opportunité. Parallèlement à ça, il y a eu un certain nombre de fois où j'ai essayé de m'échapper. Et c'est à noter que rien que s'échapper, c'est parfois très difficile sur cette version-là du jeu. Moi, je joue en mode extrême, mais ça, si vous regardez mes vidéos, vous le savez en fait. De toute façon, même au-delà de le dire, il suffit de voir le comportement IA pour deviner que oui, c'est du niveau extrême. Sans cela, l'IA est moins agressive par moment et ça peut se repérer juste en observant la course. Alaphilippe a des jambes en cette fin d'étape. Hermans n'a pas dit son dernier mot. Bouhanni et Sagan sont encore là. Moi, je tente mon va-tout là avec certains coureurs. Allez, même si on sait très bien qu'ils vont pas pouvoir sprinter de manière très efficace. Allez, c'est parti. Merlier, Cor, Sagan. Et non, c'est Roglic. C'est Primož Roglic qui a s'imposé ici. Roglic, vraiment impressionnant. Roglic, il est plus fort que les sprinters. En tout cas, que certains sprinters. D'autres peut-être ne sont pas là à l'arrivée parce que ça a été trop dur auparavant. Mais qu'est-ce qu'il est costaud ce Roglic dans la partie. Ça va vraiment être délicat dès qu'on va être opposé à Primož Roglic. Je sais pas tellement quel dieu on va pouvoir invoquer. On me dirait c'est peut-être la même chose pour Pogačar, voire pire. Mais bon, voilà. Hermans donc place d'honneur et place au général. Pas détestable. Le problème c'est que c'est pas tellement le classement de Quinten Hermans qui nous intéresse. C'est davantage le classement de Taramae ou bien celui à la limite de Luis Mentis. Mais bon, celui de Hermans c'est assez anecdotique puisque de toute façon on sait très bien que sur le col de Turini qui sera le clou de l'étape 7 de ce que je vous propose là, ce Paris-Nice, donc le Paris-Nice de cette année, 2022, Hermans aura du mal à exister. Et là, on est sur un contre-la-montre de l'étape 4, contre-la-montre, on va dire, qui donne une chance assez équitable à différents types de profils de rouleurs de s'exprimer. On peut autant voir ici la victoire de quelqu'un comme Kwiatkowski d'il y a 3-4 ans, tout comme on peut ici voir un des favoris du général pour s'imposer. Donc c'est assez intéressant. Même un Alaphilippe de gala pourrait ne pas détester ce genre de contre-la-montre. Allez, que fait Mohoric ? Ce qu'il fait, c'est qu'il perd une trentaine de secondes, pendant qu'Alaphilippe n'en perd pas beaucoup, juste 13 secondes, et le grand favori est là. Est-ce que McNulty va être détrôné par Roglic ? C'est parti. Réponse oui. Primož Roglic qui passe devant. Et puis après, ça s'achèvera évidemment avec le porteur actuel du maillot jaune. C'est Tim Merlier, mais le maillot jaune, on l'a bien compris, changera d'épaule à la suite de cette étape-là. Donc McNulty, Sobrero, Asgreen, Lutsenko, Wurtschmidt, Geraint Thomas, Tobias Foss. Ok, ça nous situe un petit peu quels sont les rapports de force en contre-la-montre. Allez, étape 5 à présent. Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Sauveur de Montagut. Elle est assez accidentée celle-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, c'est parti pour Heus à l'aller. Il m'a été demandé d'essayer de briller avec Lorenz Heus. Je vais donc essayer de m'exécuter. En plus, Heus dispose ce jour-là d'une jolie forme du jour. Le peloton
contrôle les sorties. Il voit que les échappés ne sont que 4, donc le peloton laisse partir. Surtout que les coureurs en question ne leur paraissent pas représenter de vraies menaces. Il y a Tim Wellens, certes. Le groupe, normalement, ici, devrait se reconstituer, malgré la minute 20. Voilà, c'est un peu plus loin. Le groupe s'est reconstitué, il y a un petit sprint. On le laisse, parce que les sprints, je ne sais pas s'il y a vraiment la possibilité de les faire avec Lorenz Heuss, dans ce sens qu'il vaut mieux peut-être garder nos forces pour aller jusqu'à l'arrivée. Et donc, c'est un peu mon état d'esprit. Mais regardez, même sur le GPM qui suit, on est complètement dans l'impossibilité de lutter à armes égales. Notre coureur, il faut le reconnaître, il est moins fort que ne peuvent l'être les deux autres, là. Donc, bon, c'est comme ça. Velasco, Wellens sont au-dessus. Allez, on va essayer de s'accrocher, ou est-ce que ça vaut pas la peine? Et vu ce qu'on est en train de prendre comme éclat au niveau de ce GPM, je pense même pas qu'il soit utile de se battre plus longtemps pour Heuss. Il faudra donc retenter sa chance, peut-être en 3e semaine du Giro ou quelque chose comme ça, pour Lorenz Heuss. Et on s'intéresse maintenant à la fin d'étape. Alors, col de la Mure, ici on a donc un joli pourcentage avec une distance qui n'est pas déraisonnable, 8 km environ à une moyenne de 8%, donc quand même une jolie ascension, surtout que derrière on va descendre et ensuite il y aura de nouveau une montée avant l'arrivée, donc il y a quelque chose à faire. Et moi là je me dis, allez, et si Taramae en pic de forme actuellement, donc c'est pour ça qu'il enchaîne les très très belles formes positives, et si Taramae nous faisait peut-être un petit quelque chose pour se replacer au classement. Ce Taramae a ceci d'intéressant par rapport à Meintjes, c'est que Taramae est quoi qu'il arrive meilleur en effort contre la montre. Il a également des notes physiques qui sont un petit peu meilleures que celles de Luis Meintjes, et du coup le petit différentiel en notes de montagne notamment pour Meintjes qui est meilleur là-dessus, 77 contre 74, s'avère finalement pas énorme, parce que Taramae, avec de bonnes formes du jour, va accentuer sa supériorité sur Meintjes, notamment grâce au bonus sur la forme physique. Ça n'empêche de tenter quelque chose avec Meintjes, bien évidemment, on va pas s'en priver. Une dizaine de secondes, va-t-il les conserver? Ah, c'est sûr que si on avait Mohoric, ce serait pas la même histoire, mais on va pas se lamenter. On a ce qu'on a et on essaie de faire avec ce qu'on peut. C'est parti, McNulty, Alaphilippe, Roglic, ok, tous les meilleurs sont là, on voit bien, ça va sprinter. Et qui est-ce qui va s'imposer? Regardez, Julien, alors en plus assez largement, Julien Alaphilippe s'impose ici très largement sur cette étape 5 de Paris-Nice. Donc après il y a quelques bons coureurs qui ont réussi à suivre, mais qui n'ont pas du tout l'explosivité pour pouvoir concurrencer Alaphilippe au sprint sur ce coup-là. Victoire donc pour le champion du monde. D'ailleurs, légère anomalie, le jeu a aligné Alaphilippe sur Paris-Nice après qu'il ait participé au Strade Bianche, ce qui est toujours un petit peu dommage, mais on sait que c'est comme ça. Donc, allez, petit ralenti pour, encore une fois, rappeler l'immense supériorité à l'arrivée d'Alaphilippe sur cette étape, donc magnifique. On a une étape ensuite très intéressante, encore une fois, à jouer, qui arrive à Aubagne, et après un enchaînement, on va dire, de difficultés. Donc là-dessus, encore une fois, ça ne va pas se jouer au sprint, en tout cas pas avec les meilleurs sprinteurs présents ici sur Paris-Nice, et qu'on avait vu sur, entre autres, les 2 premières étapes. Non, c'est encore une fois réservé aux punchers, voire même aux grimpeurs. Thomas de Ghent fait partie
de l'échappée. Derrière, ça contrôle, mais sans non plus se mettre la misère. Hein. 4 minutes environ à 75 bornes de l'arrivée. On sait qu'il y a encore le temps de revenir sur cette échappée. Sauf si on a un énorme Thomas de Gendt. Ce qui peut toujours arriver, même si lui aussi, hein, malheureusement, au fil du temps, il va quand même avoir de plus en plus de mal à répéter, pour des raisons physiques hein, d'ailleurs, hein, ses exploits passés. Sagan est bel et bien présent. Ça part ici avec Bilbao et Mollema qui tentent leur chance. Derrière, c'est Kragh Andersen qui roule. Et nous, on va pas se faire prier non plus pour rouler. Van der Horn essaye de mettre Taramae dans de bonnes conditions. Et Hermans tente sa chance. Allez, c'est parti. Quinten Hermans, on compte sur toi, mon grand. Tu peux le faire. Surtout, si on part à plusieurs, c'est excellent ça, avec David Gaudu, notamment. Allez, on s'accroche. En fait, c'était le GPM qui avait été fait par certains coureurs. Et oui, mais il y a peut-être moyen de profiter dans la foulée pour s'échapper. Hermans, Gaudu, je relaye exprès, je relaye, j'attaque même, pour essayer de donner à David Gaudu le temps de récupérer. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à le relayer. Le problème, c'est que derrière, ça roule excessivement vite, en fait beaucoup trop vite pour nous. Et du coup, on va tenter un coup. Hein. On retente un coup, un peu absurde peut-être, mais on tente quand même. Heus. En fait, je chasse le moment où éventuellement l'IA va se dire ça va, ce coureur là, il est pas trop fort. Attention la contre-attaque. Oh là là, là on est mal placé. C'est parti. Vous avez vu, on était de 1, 2, 3 coups, mais on rate le quatrième. Avec Alaphilippe et c'est Mohoric qui l'accompagne, ainsi que David Gaudu. Ouais, magnifique, hein. Ils sont sortis vraiment au très 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 bon moment. Regardez, ici il va y avoir un très joli sprint en descente légère. Évidemment, qui dit sprint en descente, dit possibilité pour Mohoric de taper Alaphilippe. C'est ce qu'il fait ici. Même Gaudu d'ailleurs s'est intercalé entre les deux hommes. Et derrière c'est Garcia Cortina qui règle le sprint du peloton. C'est un peu délicat comme mot, on va dire, du groupe maillot jaune. Ici. Donc Garcia Cortina, dont on notera ici quand même la résistance sur un profil qui n'était pas le sien. Donc il a bien fait le boulot. Et Mohoric aura sûrement récupéré énormément de barres dans les descentes, notamment dans la dernière descente, ce qui lui permet de s'imposer. Très jolie victoire ici pour le Slovène. Roglic toujours en maîtrise du classement général. Alaphilippe en embuscade au moment d'attaquer l'étape Rennes, celle qui va nous emmener jusqu'au sommet du Thurinien. Alors, vous voyez ici, petit changement, bonus et prépa ont été renforcés. Ça c'est le jeu hein, qui le prévoit. C'est-à-dire qu'en fait quand vous avez un pic de forme, vous avez un plus 3 en forme du jour prévisionnel. Je trouve ça immense personnellement. Et vous avez un plus 2 quand vous avez l'objectif qui a été déclaré sur cette course-là. Hein. Donc, mine de rien, le plus 5 est très facile à obtenir par ce biais. Beaucoup plus facile qu'avant les changements précédents. Donc, je m'interroge sur l'opportunité de redonner autant de poids à la forme du jour et à l'objectif, sachant qu'on nous avait bassiné avec l'idée que non, mais on a changé le système de préparation et de forme parce que c'était pas réaliste de vouloir être au 1% près le bon jour et au bon moment. Bon, là, je vous avoue que j'ai du mal à suivre parce que si on donne autant d'importance au pic de forme et qu'on a donné finalement, on a fait perdre aux joueurs la capacité de pouvoir se les fabriquer avec fiabilité, moi je vois un petit paradoxe. Peut-être que certains en commentaire y verront une cohérence, il faudra me l'expliquer.
Toujours est-il qu'ici, on décide de rouler parce qu'on a des ambitions sur cette étape. Et vous voyez aussi que je suis passé à -5 + 5 en amplitude de forme aléatoire. Donc c'était juste avant ça, j'étais en train de jouer voilà, Paris-Nice. On sait que c'est de toute façon enchevêtré avec Tirreno. Hein. On en parlera de Tirreno dans l'épisode prochain. Mais toujours est-il que, attention, attaque, ça attaque ici. Ça attaque à l'endroit du sprint pour les points. Attaque de certains favoris sur ce début de montée, on va dire, on est à 13 bornes de l'arrivée, c'est le début des difficultés réelles dans ce col du Turini. Avec Mas, c'est Simon Yates, Roglic, notamment qui sont à l'avant. Nous, on a confiance en notre petit train-train. On a fait bosser Hermans. On va demander à Laurens Heuss de bien travailler. Puis ensuite, ce sera à Mentis d'essayer de mettre Taramae dans les meilleures conditions possibles. Donc on y va doucement. Il n'y a plus qu'une trentaine de secondes avec le groupe Roglic. Donc il n'y a absolument pas le feu. Par exemple, Alaphilippe et McNulty nous ont accompagnés. Urano s'il reste placé dans notre groupe là. Attention, ça va faire barrage un petit peu là. Attention. Ah, ça repart et ça repart sans nous. Et d'ailleurs, ça me provoque une petite question parce qu'en fait, Taramae, il a été bloqué par certains coureurs, alors que normalement, il devait rester dans la roue de Mentis. Et regardez Roglic en train de craquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Roglic craque complètement, alors qu'il reste encore plus de 3 km dans l'ascension. Donc, c'est beaucoup trop tôt pour craquer. Pour Roglic, ça signifie peut-être même l'abandon du maillot jaune. Gaudu, Yates sont pas mal. Alaphilippe, il est comme Mentis et Taramae, il est à la rue. Il en peut plus, le pauvre. Bardet, même constat. Nicolas Hédé, on l'attendait peut-être pas non plus plus loin que ça. Carapaz, McNulty, vous voyez, devant, on va avoir l'échappée qui va au bout. Donc ça, c'est quand même pas tout le temps qu'elle va au bout. Mais donc, ici, sur cette étape reine, victoire de Gino Meder au sommet. Nous, on est en perdition. Hein. J'ai eu les yeux plus gros que nos cuisses. Hein. On a manqué vraiment de résistance sur cette montée. McNulty a franchi depuis longtemps, au moment où Yates et consorts vont passer les uns après les autres. Il y a Sivakov qui se tape un petit sprint là juste avant le sommet. Mas, voilà, Alaphilippe. Bref, Roglic termine même derrière nous. Ouais, ce Paris-Nice a vraiment basculé à l'étape 7. Et les conséquences au classement général vont être vraiment terribles. Terribles pour le Slovène. Allez, Gino Meder devant Tim Wellens. C'est bien battu le team. Hein. Et ouais, c'est McNulty qui prend le général devant Carapaz. Uran qui se retrouve 3e. Comme quoi, la prudence, ça peut payer. Allez, il reste encore une étape pour se faire plaisir ici et pour tenter des choses. Parce qu'on aura quand même beaucoup tenté sur ce Paris-Nice. En échappée d'une part. Parfois sur un mode juste à l'instant un peu plus classique. Mais ça nous a pas réussi des masses. Et là, je décide d'envoyer Quinten Hermans en échappée. Allez, c'est parti. Il faut essayer de résister à tous ces GPM. Parce que souvent, l'accumulation des GPM crée des difficultés à mes coureurs parce que ça leur vide la barre. Hein, c'est un peu le cas de tous les joueurs PCM. On a tous parfois un peu d'aigreur en voyant qu'on perd autant d'énergie pour des points qui ne nous intéressent pas et qu'on serait prêt à laisser en fait. Il n'y aurait pas besoin de sprinter. Tim Wellens est de la partie parce que lui il défend vraiment vivement son maillot à pois. Hein. Tim Wellens très motivé là-dessus. Et nous, on est lâchés. Hein, voilà. Les attaques répétées de Barguil, de Tim Wellens, même je crois qu'il y a Velasco encore une fois dans le coup là, auront eu vraiment raison de nous. Chris Nellans. Voilà. Et nous, on est avec Geoffrey Bouchard. Et ça se passe pas super bien. On se fait lâcher. On va être irrémédiablement repris dans très peu de temps. On va essayer de changer notre fusil d'épaule, en fait, pour voir si quelque chose peut être fait dans cette fin d'étape. Cette étape est très courte. Donc, potentiellement, sur un gros rythme, avec
pas un seul moment de répit. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé en fait. C'était... ouais, l'objectif en tout cas est atteint. La course est folle. Et sur un très très bon rythme. Allez, on va essayer d'entrer en scène, nous. Mais avec quelqu'un d'autre que Hermans, puisqu'il a déjà énormément donné dans l'étape. Allez, c'est parti. À toi, Heus. Van der Horn nous a fait la descente. C'est à toi, Laurens Heus, de mettre sur orbite Mentis, puis Taramae. Allez, on y croit, on y croit. Très gros effort ici. Hein. Vous voyez, je ne badine pas avec l'intensité de l'effort de Laurens Heus, en espérant ensuite que Mentis va pouvoir partir, quitte à laisser Taramae un petit moment. On va voir. Voilà, de toute façon, Taramae s'arrête de lui-même. Mentis est bien lancé. Il reprend Wellensbargil et Pransky. Et, allez, on va y aller, hein, sur la barre jaune. Hein. Sur la barre jaune, on y va. Carapace a pris un peu d'avance sur McNulty. Tiens, ça pourrait encore basculer, cette histoire-là. Sauf si le team UAE bosse bien dans la descente. Ou qu'il trouve des alliés de circonstance. C'est Primoz Roglic qui est sorti. Est-ce que Primoz peut faire rebasculer les choses? J'y crois guère. Mais en revanche, aller concurrencer Mentis pour la victoire d'étape, certainement. Et donc derrière, maintenant, il a été rejoint, Roglic. Il a été rejoint. C'est Alaphilippe, ni plus ni moins, qui a replié Roglic et qui fait la descente. Donc moi je me dis, ok, alors face à ces deux-là, t'as rien à gagner, autant te mettre dans la roue. Et puis... pièce en l'air, hein, pile ou face peut-être pour l'arrivée. Oui, sauf que Ayuso donne toute sa puissance pour permettre au groupe maillot jaune avec McNulty donc de revenir. Et surtout, mon amertume de ce moment-là, c'était que Alaphilippe et Roglic ont en fait stoppé leur effort. En fait, on dirait que tout ce qui intéressait Alaphilippe et Roglic sur cette étape 8, c'était que Mentis ne gagne pas. Donc c'est un objectif un peu moyennasse. Regardez qui va s'imposer. Sagan, en fait, qui reprend une petite revanche personnelle sur Roglic, qu'il avait tapé au sprint. Et là, c'est Sagan qui prend sa revanche. McNulty qui vient encore faire 3e. Mais quel monstre! Quel monstre sur ce Paris-Nice. McNulty, c'est mérité, va s'imposer. Classement général de ce Paris-Nice. Et nous, on aura fait tout ce qu'on aura pu, mais on n'aura jamais pu aller prendre la moindre victoire d'étape. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc Sagan pour la victoire d'étape. Ensuite, au général, on va avoir McNulty devant Carapace, Uran, Gaudu, Simon Yates, Alaphilippe, Bilbao, Roglic, Landa, et quand même une petite 10e place pour Rein Taramae. Bon, ça rassure. On n'a quand même pas non plus rien obtenu, mais McNulty reste le grand vainqueur de ce Paris-Nice. Voilà. Donc, il est temps de vous dire à l'épisode prochain, où on ira sur Tirreno et où on commencera quelques classiques pas inintéressantes. Je peux vous l'assurer. Allez, ça commence à s'intensifier, c'est là que ça devient intéressant. À plus.